Bonjour, bienvenue dans Podcast La Source slash en Soum Soum avec Chris. On va parler de la carte qui arrive, la carte. On va parler du main event. Parce que c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de la part de l'UFC ce genre de carte où clairement vous voyez que bon, ils sont en mode on a le contrat ESPN, faut qu'on ait un event ce week-end, qu'est-ce qu'on va mettre et qu'est-ce qu'on a en main event. Heureusement, on a Cory Sandhagen contre Song Yadong en tant que main event. Pour le reste, la carte est quand même beaucoup plus frêle, hein. On est d'accord. Ouais, il y a quelques combats fun, mais il n'y a pas vraiment de combat avec une réelle signification dans la moindre catégorie de poids, si ce n'est le main event. Et donc on va s'intéresser au main event générique. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Chris, donc Song Yadong, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'il est sous les radars, en tout cas que les gens commencent à se dire et si on tenait quelque chose. Sa dernière victoire, donc avec le plus gros nom accroché à son tableau de chasse qui est Marlon Moraes, problème, et c'est là que pour moi ça peut être un petit peu compliqué pour lui, c'est vrai que Song Yadong au niveau qualité intrinsèque, je me dis oui, il y a la place dans cette catégorie. Après Marlon Moraes, il a battu un Marlon Moraes qui depuis est parti à la retraite. Un Marlon Moraes, ça fait un petit moment, à mon sens, depuis le title shot perdu contre... Enfin non, depuis le combat contre José Aldo, que c'est un petit peu plus compliqué pour lui. Et donc, Song Yadong, c'est sa dernière victoire, c'est contre Marlon Moraes. De son côté, Cory Sandhagen, lui aussi, s'est imposé contre Marlon Moraes, sauf que c'est quelqu'un qui, justement... a mis KO également Frankie Edgar, a perdu de très peu contre TJ Dillashaw, a ensuite perdu de peu contre Petr Yan il y a un an pour le titre intérimaire de la catégorie. Donc voilà, on a quelqu'un qui est vraiment installé au top aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai un petit peu peur pour Song Yadong aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on est dans une catégorie bantamweight où vous regardez le Sean O'Malley Petr Yan, il y a tellement de noms, puis surtout un embouteillage tellement grand que vous êtes obligé de faire ce genre d'affrontement. Oui, clairement, la division est tellement talentueuse et a un talent qui est très profond. Ça va au-dehors du top 15. On a encore des noms comme Jack Shore qui sont même pas rentrés dans le top 15. Clairement, on peut mettre le numéro 4 de la division contre le numéro 12 et le numéro 12 n'est pas énorme underdog. En tout cas, on peut le voir créer de la surprise. Et là, c'est clairement pour Song Yadong contre Cory Sandhagen. On sait que ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Alors, moi, personnellement, je donne un avantage à Cory Sandhagen de par son style et de par son expérience à haut niveau. Mais c'est un combat que j'ai envie de voir parce que clairement, je peux être surpris et je peux voir aussi Song Yadong s'imposer, que ce soit à la décision ou par finish. Ok, monsieur. Ok. Donc Song Yadong pourrait s'imposer, pourrait créer la surprise, parce que oui, auprès des bookmakers, le favori c'est Cory Sandhagen. Et de quelle manière est-ce que pourrait s'imposer Song Yadong? Donc en fait, c'est deux styles assez. Je vais pas utiliser le terme opposé, mais c'est deux styles qui vont matcher de manière assez bizarre et on peut pas vraiment prédire comment ça va s'imbriquer l'un avec l'autre. On a Cory Sandhagen qui utilise énormément de mouvements, que ce soit latéraux ou en entrée-sortie. Il varie super bien ses attaques. On ne sait pas vraiment ce qui arrive et donc c'est quelqu'un qui est difficile à calibrer. Song Yadong, de l'autre côté, il est beaucoup plus, j'ai envie d'utiliser le terme académique. Il est très compact, il frappe fort, il frappe dur et il travaille beaucoup en combinaison. Il n'a pas peur de contrer. Il envoie de temps en temps des contres synchronisés, ce qu'on voit pas très souvent en MMA. Et c'est ce qui le rend dangereux sur les finishes, notamment. C'est quelqu'un qui est capable de finir à tout moment sur une collision parce qu'il envoie beaucoup de directs en contre sur des jabs, par exemple. Et puis, ce qu'il y a d'intéressant avec lui, c'est, comme je dis, il est très académique, donc on sait plus ou moins qu'il va envoyer les coups classiques, hein, les jabs, les directs, les crochets, les low kicks, les uppercuts, comme dans sa combinaison contre Moraes. Et puis, de temps en temps, par exemple, sur son combat contre Julio Arce, il est dans une combinaison, il y a un high kick qui sort de nulle part. Et ça, on s'y attend pas de lui, et c'est ce qui a surpris Julio Arce. Et donc, c'est quelque chose d'intéressant. Si je prends par exemple Yair Rodriguez en début de carrière, il faisait que des trucs folkloriques. Et à un moment, tu te dis, bah, ok, le gars, il fait que des trucs spectaculaires, je peux un peu les anticiper ou fort désengager. Ce qui est difficile, c'est quand tu as quelqu'un de très académique qui, une fois par round, va sortir quelque chose auquel tu t'y attends pas. C'est là où tu peux vraiment surprendre.
Et donc, ouais, Song Yadong, je pense qu'il est capable de finaliser n'importe qui, parce que, comme je le dis, il frappe dur et il arrive à créer des collisions. Mais clairement, je donnerais l'avantage des minutes sur Cory Sandhagen parce que il est trop difficile à cadrer. Et Song Yadong, pour briller, il a besoin de mettre la pression et savoir cadrer pour envoyer ses combinaisons sans surengager, parce que c'est un de ses défauts. Et est-ce que tu penses, au regard de ce qu'on a vu du côté de Cory Sandhagen lors de ses 2 dernières sorties, ses 2 derniers combats en 5 rounds, donc contre TJ Dillashaw, c'est vrai qu'il avait été contrôlé par TJ dans un combat extrêmement serré, hein, il est vrai, et contre Petroyan, il avait commencé très fort, sauf que Diesel Ultime Petroyan qui avait su inverser la tendance, mais là encore dans un combat serré. Et c'est là où en fait on se dit que la marge de manœuvre finalement de Song Yadong est assez fine. Oui, c'est clair que quand tu regardes les défaites de Cory Sandhagen, où son combat serré, c'était face à Lineker, il y a un absolu besoin de savoir le concurrencer sur les compétences, vraiment sur les aptitudes techniques. Je pense que si tu es en dessous techniquement que Cory Sandhagen, tu sais pas calibrer par le physique ou par le cardio. Par exemple, on va prendre un autre exemple. Vettori, c'est quelqu'un qui techniquement est souvent en dessous de ses adversaires, mais c'est grâce à son cardio et sa pression qu'il arrive à renverser la tendance. Face à Cory Sandhagen, ça fonctionne pas. Il faut être techniquement au rendez-vous. Alors, Song Yadong, je pense que techniquement, il est très très bon, mais il est peut-être pas encore à ce niveau-là. Je peux pas le comparer à un Piotr Jan et je peux pas le comparer à TJ Dillashaw en termes de propreté technique. On le voit, hein, il combine très bien, mais ça lui arrive trop souvent de surengager, de chercher à passer de gaucher à droitier, mais il y a un petit manque de précision dans ses déplacements, par exemple. Et donc, c'est là où la différence pourrait vraiment se ressentir, c'est sur la technicité, tout simplement. Ouais, j'ai un petit peu peur à ce niveau-là également, Chris. Est-ce que du côté de Sandhagen, toi, t'as des points d'interrogation? Tu te dis, bon, sur le papier, il a... Oh, wow, 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 let's go. Ouais, en fait, c'est un action fighter, donc c'est un combattant d'action, comme on en a d'autres, hein, Brandon Royval, Bill Algeo qui est sur la même carte. On pourrait même mettre peut-être Brandon Moreno dans cette catégorie. Ce sont des combattants qui sont extrêmement compétents, vraiment techniques. Je l'ai déjà dit, mais techniquement c'est génial à regarder. Mais ils aiment tellement l'action qu'ils vont de temps en temps prendre des risques qui sont pas spécialement bien calculés. C'est-à-dire que Cory Sandhagen, je le vois capable de dominer contre pas mal de ses adversaires, mais de temps en temps, il aime tellement l'action qu'il se met à risque alors qu'il pourrait dominer de manière plus light, plus en travaillant de l'extérieur et en gagnant les échanges. Et face à Song Yadong, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée de vouloir absolument créer du chaos parce que Song Yadong peut vraiment briller là-dedans et ça peut le mettre dans des positions de risque. Et donc moi, l'adaptation que j'ai envie de voir justement chez Cory Sandhagen, c'est d'être un tout petit peu plus mesuré. Je dis pas de passer comme Johnny Walker de ultra excitant à trop calculer, mais d'avoir un tout petit peu plus de calcul dans les combats où il peut se le permettre, notamment quand il a cet avantage d'allonge. Je pense que le combat où il a été le plus mesuré, c'était face à Ashun Chao. Alors, c'est peut-être son combat le moins excitant, mais c'est aussi le combat où stratégiquement il était le plus en place et où c'est à ce combat-là où je me suis dit, tiens, lui, c'est potentiellement un futur champion. Pardon. C'est vrai que le combat contre Asun Sao, c'est le combat qui a permis vraiment d'apparaître sur la carte en tant que Prosper, même pas Prosper, parce que c'était l'époque où Asun Sao, je crois, était numéro 5, et c'est vrai que là, tout le monde s'est dit, ok, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans cette catégorie-là, donc c'est vrai que c'est toujours difficile aussi à manœuvrer ce genre de combat-là, parce que Asun Sao, même vous regardez sa carrière, il aurait peut-être mérité 2-3 fois le title shot, mais à chaque fois, l'UFC, quand il était à 5 victoires, ils l'ont mis contre le gars qui allait le battre. Ouais, c'est clairement ça. Ashun Chao, c'était le gatekeeper du title shot. Malheureusement pour l'UFC et pour Ashun Chao, voilà, c'est pas un combattant qu'on retient beaucoup. J'ai l'impression que c'est un de ces gars qui a toujours traîné dans le top 3, enfin, entre 3 et 6 de la division, mais que quand tu demandes aux gens, ouais, j'ai jamais vu ses combats ou j'ai jamais regardé son combat en entier parce que c'est pas, enfin, voilà, il amène pas spécialement le côté bagarre, guerre dans la cage, et donc tout le monde oublie un peu à quel point il est vraiment doué et difficile à battre. Et donc clairement, tous ceux qui l'ont battu sont des gens qui, par la suite, ont obtenu le title shot et ou la ceinture. Alors, qu'est-ce qui manque concernant ce main event, Chris? Ben, pour ce main event, moi, franchement, je suis très excité parce que d'un point de vue stratégie, ça peut être intéressant de part et d'autre. Je crois que Song Yadong, la base de la base par rapport à ce qu'il est capable de faire, parce qu'on pourrait dire, voilà, Cory Sandhagen, on casse les bases, on envoie beaucoup de low kick.
Yadong a des très bons kicks, mais c'est pas quelqu'un qui arrive à construire un jeu sur base de low kick. Il va plutôt viser le corps ou la tête avec ceux-ci. Mais par contre, clairement, la pression, c'est quelque chose qu'il doit absolument essayer d'appliquer. Mais ça va être compliqué face à un Cory Sandhagen qui utilise de très très bons déplacements latéraux et qui, en plus de ça, est capable de faire en sorte que son adversaire le suive pour lui-même créer une collision. C'est ce qu'il a fait notamment contre Frankie Edgar pour ce coup de genou stratosphérique. Donc, il y a ce côté un peu pression du côté de Song Yadong qui doit absolument mettre. Et de l'autre côté, pour Cory Sandhagen, moi, le point d'interrogation que j'ai, c'est l'utilisation de la lutte. Song Yadong, le combat perdu, il en a perdu 1 ou 2 à l'UFC, je sais plus maintenant, contre Kyler Phillips, une égalité contre Stamann, c'est ça, donc c'est quasi deux défaites contre Stamann. Pour moi, il devait perdre. Ce sont les combats où il s'est le plus amené au sol. Donc j'ai l'impression que pour battre Song Yadong, on est obligé d'intégrer de la lutte dans son game plan pour pouvoir arriver à ses fins. Et même son combat compliqué contre Marlon Vera, qui est très serré, et beaucoup de gens le donnaient à Marlon Vera. Il y a 2 amenés au sol du côté de Marlon Vera. Cory Sandhagen n'est pas quelqu'un qui shoot proactivement sur les takedowns, mais on l'a déjà vu être très performant en lutte et surtout en grappling. Song Yadong est quelqu'un qui est... Et puis on a vu les ajustements faits entre TJ Dillashaw et Petr Yan du côté de Cory Sandhagen. Oui, c'est clair. Donc, je pense qu'il pourrait intégrer la lutte et qu'il devrait intégrer la lutte parce que si on fait une analyse un peu reculée sans regarder le style, mais si on regarde juste statistiquement, on se dit, OK, Song Yadong, pour le battre, on doit l'amener au sol. Même s'il est très, très, très difficile à conserver au sol, on sait l'amener au sol et gagner du temps un peu là-dessus. Donc, voilà, c'est un peu mon gros point d'interrogation. Est-ce que Cory Sandhagen va utiliser sa lutte et son grappling? Parce que malheureusement, par rapport à Cory Sandhagen, on se souvient de lui face à Sterling. Il se fait soumettre en moins de 90 secondes, pardon. Je perds mon français. Et on retient que ça, mais on oublie la défense de clé de bras contre Yuri Alcantara, qui était bien plus impressionnante pour comparer à la défense de clé de bras de Tony Ferguson contre Charles Oliveira. Je pense que j'ai rarement vu une clé de bras défendue avec autant de mental que celle de Cory Sandhagen contre Alcantara. Et il a aussi défendu une guillotine contre Lineker. Je sais pas comment il s'en sort. Franchement, le grappling défensif et offensif de Cory Sandhagen, c'est quelque chose à ne pas survoler. Et donc, face à quelqu'un d'aussi dangereux que Song Yadong debout sur n'importe quelle frappe, sur n'importe quelle séquence, sur n'importe quelle configuration de combat, je pense que ça peut être intéressant pour Cory d'intégrer dans son game plan A la lutte offensive. Je partage ton avis. Place au pronostic, monsieur ? Ouais, alors moi je commence à aimer me mouiller sur les pronostics. J'en ai marre de dire un tel à la décision et tout. Et donc justement par rapport à ça, j'ai envie de pronostiquer Cory Sandhagen par soumission dans le 3e round avec un peu de contenu compétitif qui précède. Donc premier round compétitif, 2e round qui commence à aller vers Sandhagen et à partir du 3e il s'impose complètement grâce à sa lutte et son grappling. Et ben voilà, easy peasy. Non, moi je vois TKO de Cory Sandhagen, 4e round. Je pense que c'est quelqu'un, il m'avait beaucoup impressionné après sa défaite face à TJ Dillashaw. On avait vraiment vu il avait vraiment tiré tous les bons éléments de cette défaite-là. Il avait perdu pour des raisons différentes contre Petr Yan, mais là j'ai hâte de le revoir face à quelqu'un qui en tout cas moi sur le papier je vois ça comme l'occasion pour lui, tu vois, de enclencher la marche avant. Enfin c'est quelqu'un qui certes peut le battre, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais en tout cas qui peut lui permettre de briller, en tout cas que les gens se disent bon bah ok, c'est vraiment quelqu'un qui chaque fois qu'il perd il intègre tout ce qui a fait qu'il a perdu pour progresser à nouveau. Et je pense que ça va être l'occasion encore de se dire putain ouais, il y a vraiment quelqu'un qui va être difficile à manœuvrer dans cette catégorie. Eh ben justement, il y a eu un podcast qu'on avait fait, je sais plus sur quel sujet, où j'avais parlé de Dr. Andy Galping et Huberman en parlant de podcast. Et donc je sais qu'il y a pas mal de poditeurs qui écoutent cette vidéo, qui sont intéressés par les podcasts. Et donc justement, celui de Joe Rogan avec Cory Sandhagen est extrêmement intéressant et montre un peu cette facette intellectuelle de Cory Sandhagen qui parlait de sa défaite contre Sterling, quelle a été la leçon qu'il avait prise. Et donc, ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément chez les athlètes, c'est quand ils parlent ouvertement de leur défaite et surtout de ce qu'ils ont pu en tirer, parce que toi, tu peux
après l'appliquer en tant que combattant, ou moi à cette époque-là en tant que coach, j'ai pu en parler à mes élèves. C'était sur l'intensité quand tu rentres dans la cage. Il y a des combats où tu as besoin de rentrer avec une intensité un peu agressive, et puis il y a des combats où tu dois rentrer avec une agressivité un peu retenue, un peu plus dans le contrôle. En tout cas, quand tu es un combattant polyvalent comme Cory Sandhagen. Et j'avais bien aimé cette analyse parce qu'il disait que voilà, sur des combats comme celui face à Frankie Edgar, il savait qu'il devait rentrer avec une réelle agressivité parce que Frankie Edgar est quelqu'un de très contrôlé et donc il doit ramener une version chaotique de lui dans la cage. Et donc ça va être intéressant de voir ce qu'il va utiliser contre Song Yadong parce que Song Yadong est quelqu'un qui commence très 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 fort. Dès le premier round, il est dans l'intensité. Et donc j'ai envie de voir si Cory Sandhagen veut faire intensité contre intensité en pensant qu'il peut surexploser celle de Song Yadong ou si justement il va vouloir commencer très progressif, laisser Song Yadong se fatiguer et puis commencer à travailler à partir, comme tu dis, du 3e, 4e round pour chercher un finish dans les rounds de championnat, comme on appelle encore, à tort, hein, puisque maintenant il n'y a plus que les combats de championnat qui arrivent au 4e et 5e round. Réponse dans la nuit de samedi à dimanche. Chris, Shalada, MySweetP, MySweetProtein, moins 33% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Et puis monsieur, bah voilà, on va se retrouver. J'ai même pas. Donc là, cette semaine, c'est Song Yadong, Cory Sandhagen. Qu'est-ce qu'il y a la semaine prochaine? Cricri va faire un petit, un petit Google. Je pense qu'on était tous tellement focus sur l'UFC Paris. Oh, tu m'étonnes qu'on n'a pas retenu. Désolé pour le manque de respect, mais on a une semaine sans déjà. Donc la semaine prochaine, on est le 17-18 septembre. On a 2 semaines sans, non, c'est pas possible. Non, 18 septembre, c'est... Donc le 24-25 septembre, il n'y a rien. D'accord. Et la nuit du 1er au 2 octobre, on a un super combat entre Mackenzie Dern et Yan Xiaoyan. Okay. Oh non! Et la semaine d'après, c'est Alexa Grasso contre Yan Araujo. Wow! Non, c'est pas possible. Parce que... Ils vont l'UFC 280. Ouais, bah c'est ça ce qui me paraît. Enfin, on va avoir 2 main events qui sont quand même bons. On pouvait en convenir, c'est calibre main card, mais pas main event. Putain, c'est ça. On n'aime pas manquer de respect, mais là, deux main events féminins d'affilée qui sont pas des title shots et qui sont même pas des contenders. Enfin, c'est même pas pour définir le numéro 1. Enfin, peut-être Dern contre Xiaoyan. Non. Xiaoyan, si elle gagne, elle a pas le title shot. Donc, ouais, ça fait mal. En plus, le co-main event, c'est genre Garbrandt contre Yaya. Okay. C'est chouette, mais est-ce que ça vaut un co-main event? Garbrandt, c'est une name value, mais là où il en est dans sa carrière, mais voilà, il est de retour. Ok, bon, bah c'est... Et c'est Strickland contre Cannonier en co-main event de Grasso. Alors, je ne crois pas. Je crois que Strickland... Ah oui, non. Voilà, Chris. Le main event n'est toujours pas sécurisé parce que le main event devait être Cannonier contre Strickland, justement. Et en gros, Strickland s'est blessé au doigt. Donc, et ça m'étonnerait quand même qu'il laisse Grasso au main event. Je pense qu'ils vont trouver un remplaçant pour Cannonier, à mon avis. Parce que ça devait être ça, avec Whittaker. Non. Oh, attends, il reste un mois. Non, je pense qu'ils vont lui trouver. Ouais, il reste un mois. Cannonier, quoi? Cannonier contre... Thiel, le retour de Thiel. Non, Thiel revient en décembre contre... Ah, il est aussi blessé. Attends, je vais ouvrir les rankings. Thiel revient ça en fait décembre. Vraiment les gens qui ont oublié... Alors, Whittaker, nope. Jared Cannonier va pas combattre contre lui-même. Vettori sort d'une défaite. Alex Pereira, il a le title shot. Derek Brunson. Ils l'ont déjà fait. Paulo Costa sort de sa victoire contre Rockhold. Est-ce qu'il est chaud? Ouais, c'est ça. C'est plus pour le poids où ça m'inquiète, mais ce serait pas mal. Bah c'est ça. Franchement, ce serait bien, mais c'est un peu short, malheureusement. Ouais, c'est un peu short. Donc ça pourrait être Paulo Costa. Je sais même plus. Et Hermansson, ils l'ont fait ou pas? Hermansson contre Cannonier, ils l'ont fait. Percute à la Derrick Lewis. Oui, c'est vrai, la climatisation, c'était chez Hermansson. Non, Hermansson mérite pas un rematch là, parce qu'on le voit. Enfin, dans le combat, on n'a clairement pas vu un chemin vers la victoire. C'est clair. Cannonier. Et donc après ça, on est sur du Thiel ou du André Muniz. Ah ouais, why not? Parce que Thiel, ouais, du coup, comme il est booké, ouais, non, ça pourrait être André Muniz. C'est vrai? Ouais. À voir. Bah, encore une fois, Cannonier Muniz, chouette, main event.
Ouais, mais déjà, Cannonier Strickland, tu vois, personnellement, hein, il y avait pas trop d'excitation de mon côté parce que Cannonier, bon bah tu vois, on l'a vu perdre contre Whittaker, on l'a vu perdre contre Adesanya. Je pense qu'aujourd'hui, title shot, ça peut être un petit peu compliqué pour lui. Strickland, il vient juste de se prendre un KO contre Alex Pereira. Tu vois, il y avait pas non plus, enfin clairement, c'est pas deux gars où on se disait en cas de victoire, c'était peut-être une demi-finale, même un quart de finale vers la ceinture. Ouais, non, c'est clair, là, en même temps, l'UFC, ils font quoi, 50 Ouais. événements par année? Il y a que 2 week-ends ou 3 week-ends où on n'en a pas. C'est difficile de trouver 50 main events sur une année qui sont absolument excitants. Donc, il faut des cartes un peu, qui passent sous le radar. Et finalement, il y avait une carte cette année qui passait complètement sous le radar et que des finishes. 100% de finish. Je sais plus c'était laquelle c'était, mais voilà, ça peut toujours nous offrir de très très belles surprises. Et en tant que fan de MMA, on continue de regarder tous les combats, mais on va pas se mentir, c'est toujours plus sympa anticipativement de regarder un combat où tu te dis il y a une signification pour la division, ou alors c'est d'office une guerre sur papier. Et là, clairement, pour les deux main events qui arrivent, il y a ni l'un ni l'autre. Il y a ni cette signification dans une division très intéressante, ni cette guerre garantie. Donc forcément, c'est un peu anticlimatique. On dit ça en français? Ça se dit, allez, on va dire que ça se dit. Salut, monsieur. Yeah.